Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de podcast. Nouveau hors-série, l'histoire en BD, édité par Le Monde et Histoire et Civilisation sur Charlemagne, avec 46 pages illustrées sur la vie de ce monarque qui nous fascine toujours autant, mais également avec de nombreux articles d'actualité et de culture historique. Vous pouvez retrouver ce hors-série dans tous les points de vente habituels et bien sûr sur notre boutique en ligne. Oubliez tout ce que vous savez sur Charlemagne, la barbe fleurie, la couronne du Saint-Empire dont on lui orne souvent la tête, et même son nom, car Charlemagne ne s'appelait pas Charlemagne. Plus surprenant encore, celui que chantait France Gall, tout le monde connaît la chanson, ne savait pas écrire. Alors, est-ce qu'il a quand même inventé l'école? Est-ce qu'on peut le considérer comme le père de l'Europe? Quelles archives nous reste-t-il aujourd'hui pour expliquer et pour écrire l'histoire du règne de ce monarque puissant? Charlemagne est né dans les années 740, on n'est pas sûr de sa date de naissance. Il est le fils de Pépin le Bref, lui-même fondateur de la dynastie des Carolingiens et le petit-fils de Charles Martel. Alors comment expliquer que, alors que son grand-père n'était même pas roi, Charlemagne a réussi à devenir empereur? Comment a-t-il administré et sauvegardé l'intégrité d'un si grand royaume? Toutes ces questions, nous allons les discuter avec Bruno Dumézil. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous, Charlemagne, vous connaissez très bien puisque vous avez écrit sa biographie aux éditions du PUF, donc avec le sobre titre Charlemagne, et vous êtes surtout un grand spécialiste d'histoire médiévale. On peut citer votre livre sur le baptême de Clovis, paru en 2019 chez Gallimard, et la synthèse sur l'Empire mérovingien qui est sortie chez Passé Composé tout récemment, donc en 2023. Puis à côté de vos activités d'auteur, vous êtes bien sûr professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université. Alors dès l'introduction, vous déconstruisez le mythe sur Charlemagne et un petit peu tous les éléments symboliques qui fait qu'aujourd'hui on peut dire qu'on connaît, qu'on situe à peu près Charlemagne. J'ai cité donc la barbe fleurie, l'épée joyeuse, on peut parler des armoiries, la couronne du Saint-Empire et même son nom, Charlemagne. Alors est-ce que finalement, on connaît quelque chose de Charlemagne ou est-ce qu'on ne s'est pas tous construit une image fantasmée, une image mythique? Alors, il y a un Charlemagne qui a été construit au 19e siècle surtout. Bon, on l'a construit au travers du Moyen Âge et de l'époque moderne, mais c'est surtout le 19e siècle qui a, en gros, façonné un Charlemagne parce qu'on a fait des images. Le pouvoir de l'image est extraordinaire. Donc, quand on fait un tableau, quand on fait une gravure, on fige une image. Donc, une barbe fleurie, une barbe de patriarche. On n'imagine pas Charlemagne jeune. Il a toujours été vieux. Et puis, ce blason, moitié fleur de lys, moitié aigle, donc c'est déjà un Européen, un peu allemand, un peu français. C'est quelqu'un qui est entre deux mondes. Et puis un nom qui résonne aussi dans les langues européennes. Charlemagne existe dans pratiquement toutes les langues, hein. Donc, un nom qui pourtant n'est pas le sien, puisqu'il s'appelait Karl en tudesque ou Carolus en latin. Mais c'est un nom qui appartient à cette imagerie populaire et donc qui fonctionne bien parce que c'est un personnage européens comme le roi Arthur, comme Clovis, même si Clovis n'a pas autant de succès que cela, comme les Templiers. Donc un des rares personnages icônes du Moyen Âge, un des rares qui est survécu jusqu'à nos jours. Alors comment on est passé de Karl à Charlemagne? Alors on est passé de Karl en langue tudesque, donc en vieillot-allemand qui était sans doute sa langue de naissance, à Carolus en latin. Charlemagne parlait aussi le latin, donc il faut imaginer que quand il était avec des clercs, quand il était avec des gens lettrés, quand il était au sud de son royaume, il parlait des langues latines ou du latin dégradé, ce qu'on va appeler le proto-français. Et puis vers la fin de sa vie, dans les années 800, on a commencé à appeler Karl le Grand en latin Carolus Magnus. Et ce Carolus Magnus s'est figé sous la forme Charlemagne vers le XIe siècle seulement. Et c'est dans la chanson de Roland, un texte de la deuxième moitié du XIe siècle, que le souverain est appelé Charlemagne, et c'est appelé le souverain de la Douce France. Donc, même moment où on invente l'appellation de Douce France, Charlemagne voit le jour. Donc cette appellation date quand même du Moyen Âge, on peut dater du Voilà, du 11e. Moyen Ouais. Âge, mais alors il est mort en 814 et la chanson de Roland est composée vers 1070-1080. Ouais. Donc c'est quand même très très longtemps après, c'est 2 siècles et demi après. Donc il y a un décalage énorme entre le Charlemagne de l'imagerie populaire et le Charlemagne réel. Il y a plus de décalage, si vous voulez, qu'entre les mousquetaires qui ont vraiment vécu et les mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc évidemment, la légende a beaucoup inventé un Charlemagne de rêve.
Alors vous avez dit qu'on le représente souvent vieux, c'est vrai, même Charlemagne enfant, on a du mal à se l'imaginer. Est-ce que les historiens savent à quoi ressemblait Charlemagne? Est-ce que vous avez des éléments sur son physique? Alors sur son physique âgé, oui. Sur son enfance, on sait rien, hein. Son premier biographe dit qu'il ne sait rien sur l'enfance, ce qui est un peu douteux, mais enfin bon. Mais Charlemagne âgé, oui, c'est un homme très grand, donc effectivement ce surnom de Magnus, c'est aussi physique, hein. C'est un homme qui mesure, 7 fois la hauteur de son pied, donc bon, on ne sait pas trop, mais plus d'1,80 m, ce qui en fait un homme très grand, pas un géant, mais un homme très grand pour la société des années 800. C'est quelqu'un qui est un sportif, mais comme tous les aristocrates, qui aime la nage. Ça, c'est pas fréquent, donc il fait beaucoup de descentes dans sa piscine avec sa chapelle. Et puis quelqu'un qui mange bien, mais qui boit peu. Donc il aime beaucoup manger des viandes rôties, ce que ses médecins n'apprécient pas du tout, déjà à l'époque, et qui par contre ne boira jamais beaucoup. Et on a des textes de Charlemagne se plaignant de l'ivrognerie de son entourage. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'aura jamais le goût pour la dive bouteille. Alors quelles sont les sources à la disposition de l'historien? Alors, pour le règne de Charlemagne, on a de la chance, on a des textes sur parchemin. C'est un énorme changement. Au siècle précédent, au 7e siècle, on avait essentiellement du papyrus, et le papyrus, c'est très fragile. Donc, on a très très peu de choses sur le début du 7e siècle. 8e siècle, tout est sur parchemin, et donc a de bonnes chances de nous être conservé. Et puis, on a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur Charlemagne. Alors, on a Charlemagne lui-même en tant que souverain qui produit des lois, donc ces lois qu'on appelle les capitulaires qui nous sont pour partie conservées. On a des poètes, son entourage qui écrit des textes, et puis on a une grande biographie rédigée dans les années 820, donc quelques années, enfin une bonne dizaine d'années après la mort de Charlemagne. Un ancien compagnon de Charlemagne, Éginard, écrit une vie de Charles, donc un document biographique. On n'a pas beaucoup des documents biographiques, hein, pour les 5 premiers siècles du Moyen Âge, donc c'est un des très rares documents biographiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'il y a écrit dedans, mais en tout cas, c'est écrit dans les lendemains de la mort du grand empereur. Alors vous dites que souvent ces textes sont très, laudatifs, ça fait un peu penser à une propagande? Ah, c'est de la propagande très clairement, hein. On a alors Charlemagne est, vous l'avez dit, le petit-fils de Charles Martel qui était maire du palais, c'est-à-dire haut fonctionnaire du royaume mérovingien. Le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, a fait un coup d'État. Et donc, Charlemagne commence en tant que petit-fils d'un aristocrate et fils d'un roi qui a pris le pouvoir, dans des conditions très douteuses. Donc, il va falloir pendant tout son règne expliquer que le pouvoir est indiscutable, que Charlemagne mérite d'avoir le pouvoir. Et finalement, ce sont des textes très répétitifs, disant que Dieu a voulu Charles, Charles est voulu par Dieu, Dieu a voulu Charles. Bon, on répète à peu près toujours la même chose. Est-ce que ça a du succès? Bah, c'est un peu comme, ces haut-parleurs des dictatures qui répètent toujours le même message. C'est un bruit de fond. Mmh. Et puis derrière le bruit de fond, de temps en temps, on entend un peu la vérité, mais elle est souvent noyée derrière le bruit de fond. Ouais, vous êtes un détective. Faut analyser les textes avec beaucoup d'esprit critique. Et alors, où se trouvent les différentes sources dont vous nous avez parlé? Est-ce qu'on peut les consulter facilement? Alors les consulter, pas forcément, parce que les lois de Charlemagne nous sont toutes perdues dans leur version originale. Donc on n'a plus un seul parchemin qui a été écrit par le palais de Charlemagne. Ce sont des copies, souvent du 10e, 11e siècle, au moment où des héritiers putatifs de Charlemagne fondent le Saint-Empire, on va rééditer ces textes. Donc on n'a pas la version originale. La vie de Charlemagne, on en a quand même, des exemplaires anciens, et puis on a des textes qui ont été produits dans son entourage au sens large du terme. On pense souvent aux moines copistes, mais il y a beaucoup de moniales copistes, et notamment une Mmh. sœur de Charlemagne produit des textes d'histoire, des textes d'idéologie, on va dire aussi. Mais là, on a les manuscrits qui nous sont conservés, donc on peut voir un peu ce qui est produit dans l'entourage de Charlemagne. Et puis les livres nous sont bien conservés aussi parce qu'ils sont écrits dans une belle écriture. Donc on a quelques textes qui ont peut-être été trouvés dans la tombe de Charlemagne. Donc on a un recueil d'évangiles qui a peut-être séjourné un siècle ou deux dans la tombe de Charlemagne à côté du corps. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est pas certain, mais c'est assez vraisemblable que l'évangiliaire du couronnement soit vraiment un objet qui a appartenu à Charlemagne. Alors, on l'a dit, donc le grand-père de Charlemagne, c'est Charles Martel. Ce n'est que le maire du palais, mais comme vous disiez, c'est un haut fonctionnaire de l'époque et il a beaucoup fait pour le royaume franc. Qu'est-ce que le royaume franc doit à Charles Martel? Alors Charles Martel fait partie d'un groupe qu'on appelle la noblesse, qui naît vers le 7e siècle, donc des familles qui se transmettent des droits à, gouverner, à administrer de père en fils. Et Charles Martel a été l'homme qui a véritablement essayé de réunifier le monde franc après une guerre civile.
Alors, guerre civile suscitée par sa propre famille, hein, mais enfin qui a réunifié le monde franc et qui a reconquis des espaces où les administrateurs locaux avaient pris toute autonomie. Donc, la Bourgogne échappée au royaume, une partie de la Thuringe et de la Bavière échappée au royaume. Charles Martel envoie ses armées. Et puis Charles Martel a aussi justifié son pouvoir par la lutte contre les infidèles. Alors essentiellement contre les païens, qui s'est beaucoup battu au nord contre les Frisons, les populations qui habitent dans la région des Bouches-du-Rhin, et puis aussi, mais c'est pour ça qu'il est resté célèbre dans l'histoire de France, contre les forces arabo-musulmanes qui avaient tenté un raid en 732. Donc ici, quelqu'un qui a essayé de recomposer le royaume tel qu'il avait existé à l'époque de Clovis, 3 siècles plus tôt. Et puis quelqu'un qui a aussi grignoté le pouvoir jusqu'à rendre le roi complètement inutile. Et en 757, Charles Martel s'est intitulé maire du palais alors qu'il n'y avait plus de roi au palais. Donc il n'a plus nommé de roi, et il a dit: «Je suis juste l'administrateur», et donc il était déjà pratiquement un roi. Alors, qui étaient les rois, enfin la dynastie à l'époque de Charles Martel, avant qu'il y ait plus du tout de rois? Alors la dynastie, c'est les descendants de Clovis. Ils sont là depuis 3 siècles. On les appelle les Mérovingiens ou les rois chevelus. Alors bon, ils n'ont pas bonne réputation dans l'histoire de France. Le chevelon a jamais très bonne réputation. Mais enfin, ils ont bien gouverné, ils ont bien tenu le royaume pendant 3 siècles et ils avaient maintenu une grande cohérence. Et puis à partir des années 680, 690, cette dynastie s'affaiblit pour des raisons biologiques, hein. On a beaucoup de rois qui meurent jeunes, pour des raisons politiques aussi, parce que la noblesse prend de plus en plus de pouvoir. Et parmi les gens qui vont concurrencer ces rois mérovingiens, on a les ancêtres de Charles Martel qui sont déjà là et qui font partie de ces familles qui sont dans les starting blocks pour essayer de prendre le pouvoir le jour Mmh. où la dynastie mérovingienne tombera. Il faut quand même penser qu'elle est là depuis 3 siècles et elle est extrêmement populaire, hein, la dynastie des Mérovingiens. Et donc le coup d'État de la famille de Charlemagne va être difficile. Mmh. Il leur faudra 70 ans pour réussir leur coup d'État, hein. Donc il faut bien penser que cette famille mérovingienne, c'est pas du tout des rois fainéants comme on les a présentés dans l'histoire de France. C'est Charlemagne et son entourage qui vont dire que les derniers mérovingiens ont été fainéants pour justifier le coup d'État. En fait, on a gardé les documents officiels des derniers mérovingiens. Non seulement ils savent tous lire et écrire, compter, administrer, mais ce sont des rois compétents qui font ce qu'ils peuvent et notamment qui vont garder une sorte de domaine réservé. On serait un peu dans un monde mitterrandien. Donc le roi garde la religion et la justice et le maire du palais s'occupe des finances, de l'administration et de l'armée. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on est complètement victime de, la propagande de Charlemagne. Oui, mais en même temps, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que les textes sont produits pour créer une vérité. Bah, oui, parfois ça marche. Heu, on est au Moyen Âge, hein. Il faut imaginer qu'on a très peu de documents comptables, on a très peu de témoignages de contemporains. On n'a pas des journaux, on n'a pas des gens qui nous ont laissé, ce qu'ils pensaient à Paris, à Nancy. On a le point de vue du pouvoir. Évidemment, le pouvoir se défend, le pouvoir se justifie, mais exceptionnellement, on a quelques textes qui critiquent Mmh. l'essor de la famille carolingienne. On va les voir jusqu'aux années 720. On a une moniale dans la région de Soissons qui est pas du tout contente et qui le dit. On a le duc d'Aquitaine qui est vraiment pas satisfait de la situation. En Bavière, on voit que des clercs font des versions parodiques des textes carolingiens. Donc on se moque de cette famille qui monte, mais évidemment, on sait que le coup d'État va être un succès et que donc ces voix discordantes vont s'éteindre les unes après les autres. Alors comment le coup d'État, advient-il justement? Alors, lorsque Charlemagne a 3 ou 4 ans, son père, Pépin le Bref, décide de se risquer à assumer le titre de roi. Donc il demande d'abord au pape l'autorisation. Alors l'envoi de la légation est très prudent. On demande au pape qui doit porter le nom de roi. Et le pape dit: «Doit porter le nom de roi celui qui a le pouvoir de roi». Donc personne n'a jamais parlé de coup d'État, mais enfin tout le monde a compris de quoi on parlait. Et donc Pépin le Bref, estimant être soutenu par la papauté, décide en 751 de déposer le dernier roi mérovingien, un certain Childéric III qu'il avait lui-même nommé, de l'envoyer au monastère et pas au cimetière, ce qui est intéressant, hein. Ça veut dire que on n'était pas trop sûr que le coup d'État fonctionnerait et si ça n'avait pas marché, on aurait ressorti le roi de son monastère, ce qui était souvent arrivé dans l'histoire de la dynastie mérovingienne. Et puis comme, le couronnement est difficile, Pépin le Bref se fait d'abord élire roi. Ça obtient un succès modéré et en 754, Pépin le Bref se fait sacrer roi. Alors là, c'est Mmh. beaucoup plus important. On invente une nouvelle cérémonie. On met de l'huile sainte sur le front de Pépin le Bref, en disant que désormais Pépin le Bref et toute sa famille
dont le petit Charlemagne, là, qui a 7-8 ans, sont sacrés, c'est-à-dire oints du Seigneur, Christos en grec, ils sont intouchables. Et là, ça change complètement la donnée. Le roi qui a fait le coup d'État est maintenant un roi intouchable et sa famille est appelée à lui succéder. Bon, on peut y supposer que ça a pas mal marqué Charlemagne de voir son père menacé après le coup d'État par un certain nombre de grands qui refusent complètement l'autorité de Pépin le Bref. La Bavière refuse l'autorité, l'Aquitaine refuse l'autorité, la Provence est très très mal tenue. Et puis, petit à petit, le sacre est donc cette infusion de dimension religieuse qui marche. Et donc ça a pu, amener, Charlemagne à dire que la dimension religieuse de la royauté était la dimension centrale. Mais alors, quel est l'intérêt du pape, de reconnaître Pépin le Bref comme roi? On suppose qu'il y a eu une tractation, un échange? Ah oui, la tractation est assez simple, hein. Le pape vient à Saint-Denis. C'est la première fois qu'un pape, vient au nord des Alpes, hein. C'est extraordinaire. Voyage pontifical du pape Étienne II pour négocier une alliance militaire. Le pape, normalement, est sujet de Byzance. Donc il est, un homme qui appartient à l'empire de romain d'Orient. Mais Byzance va de plus en plus mal au 8e siècle. L'empereur de Constantinople n'a plus de troupes à envoyer pour défendre Rome. Et donc le pape décide de passer du côté des Francs, propose sa soumission aux Francs, mais en échange d'une aide militaire parce que Rome est assiégée par les Lombards. Et donc là, Pépin le Bref va accepter, enverra effectivement des troupes pour défendre Pépin le Bref. Il y a une négociation qui est plus importante même. Le pape aimerait avoir un État. Et Mmh. donc, il va y avoir négociation avec Pépin le Bref pour obtenir une cession territoriale de cités en Italie. Ça ne va pas se faire à l'époque de Pépin le Bref, mais ça se fera à l'époque de Charlemagne. Et donc, on est en train de négocier quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est le pouvoir temporel du pape. Alors, bah, évidemment, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, il reste le Vatican. Mais il y a eu 12 cités qui ont été effectivement sans doute promises par Pépin le Bref et finalement octroyées par Charlemagne, et ça permet au pape de frapper monnaie, d'être souverain temporel. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu, le aussi le à quoi ressemblait le royaume franc, parce que la noblesse a beaucoup de pouvoir et en même temps, le la carte ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle est aujourd'hui. Quels sont les contours du royaume franc et quels sont, les pays limitrophes de ce royaume? Alors, il faut penser à un royaume sous forme d'auréole, ou comme un oignon tranché, si vous voulez. Au centre, vous avez la région capitale, une région qui va du bassin parisien jusqu'à la vallée du Rhin. C'est là qu'il y a tous les palais, les grands monastères et les terres royales, ce qu'on appelle les fiscs, c'est-à-dire les terres qui sont possédées directement par le roi. Alors, ce territoire est partagé entre deux sous-entités qu'on appelle l'Austrasie, la terre de l'Est, et la Neustrie, la terre de l'Ouest, qui autrefois avaient des rois indépendants, mais ce ne sera plus le cas désormais à partir du 8e siècle. Et puis au-delà, vous avez des cités qui sont relativement bien administrées, des cités de mode romaine, hein, c'est-à-dire des villes avec leur territoire, la vallée de la Loire, la Bourgogne, dans une certaine mesure la Picardie. C'est une zone qui produit des impôts. Et donc là, évidemment, là, le roi ou son maire du palais tiennent absolument à garder ça. Et puis au-delà, vous avez des duchés, l'Aquitaine, la Provence, la Bavière, la Thuringe, la Hesse. C'est des zones moins bien tenues parce que le duc local ne doit qu'une fidélité personnelle au chef d'État franc. Donc c'est plutôt un rapport de suzeraineté. Au centre, c'est un État, en périphérie, c'est plutôt un modèle vassalique. Et puis au-delà, vous avez les zones où les armées franques sont actives. Donc vous avez une frontière qui n'est pas une frontière linéaire, mais qui est une marge. Donc le terme de marche qui va apparaître à l'époque de Charlemagne, hein, c'est Charlemagne qui invente les premiers marquis, ça a du sens, hein. Donc les territoires de frontière, c'est l'endroit où on pille, où on réduit les populations locales en esclavage et où éventuellement on fait des conquêtes. Et donc ça va loin, hein, parce que la Bohème est dans cette zone-là, le Pays basque est dans une partie dans cette zone-là, la Catalogne aussi, hein, assez souvent les Francs vont y aller. Et puis au-delà, bah, vous avez les zones vraiment étrangères. En Italie, vous avez un royaume qui est le royaume lombard, qui va se maintenir jusqu'en 774. En Espagne, il y a différents pouvoirs. Bon, le pouvoir le plus puissant est le pouvoir arabo-musulman depuis 711, mais on a aussi des petits royaumes chrétiens dans le nord de la péninsule. Et puis au nord, vous avez des groupes qui sont moins bien structurés, notamment les Saxons qui n'ont pas de roi, mais qui ont des chefs, les Danois qui ont beaucoup de rois, donc en fait des chefs, et les Anglo-Saxons dans les îles britanniques qui ont entre 7 et 10 rois. Donc les pouvoirs du Sud sont des pouvoirs de type impériaux. Mmh. Au nord, vous avez des zones qui sont moins bien organisées. Alors, lorsque le père de Charlemagne meurt, comment se passe la succession?
Alors, Pépin le Bref meurt en 768 avec un projet de succession qui est très classique pour les Francs, c'est le partage dynastique. Depuis l'époque de Clovis, quand il y a plusieurs fils, on partage, pas entre tous les fils, mais entre tous les fils les plus légitimes, c'est-à-dire issus de l'épouse la plus légitime et qui sont le moins jeunes possible. Alors à ce moment-là, il y a deux fils qui restent à Pépin le Bref, qu'il a eu avec son épouse Berthe. C'est d'un côté Charles, donc le futur Charlemagne, et un certain Carloman. Donc on partage. Charlemagne reçoit une partie des pays francs, essentiellement toute la bordure des mers, hein, depuis la mer du Nord jusqu'à l'Atlantique, et Carloman reçoit une partie centrale basée sur une très grande Bourgogne. Les deux frères ne s'entendent pas du tout, et pendant 3 ans, ils sont à couteau tiré. La mère Berthe semble négocier plutôt dans le camp de Carloman, hein, il faut bien le dire. Et finalement, c'est la mort naturelle de Carloman en 771 qui permet à Charlemagne de devenir le seul maître du terrain contre son frère, contre ses neveux, qu'il va éliminer rapidement, contre sa mère également, qu'il va écarter totalement du pouvoir. Mmh. Alors ensuite, 50 ans plus tard, on dira que c'était un fils très aimant, que Berthe était adorable. Non, en fait, Charlemagne se débarrasse exactement de tout le monde. Alors c'est intéressant pour la suite de l'histoire, il ne laissera jamais de pouvoir aux femmes. Il a eu très peur de sa belle-sœur et de sa mère, et plus jamais il ne laissera de pouvoir aux femmes. Parce qu'auparavant, les femmes ont eu, du pouvoir? Alors à l'époque mérovingienne, il y a eu 3 siècles d'histoire mérovingienne, les femmes règnent pendant environ 100 ans. Donc l'idée que la reine mère ou la reine grand-mère ou la reine belle-mère puisse administrer les affaires publiques ne posait pas de problème aux Francs en eux-mêmes. Dans l'aristocratie, on voit quand même que ces grandes dames qui géraient les familles commencent à disparaître à partir des années 680. Dans la famille de Charlemagne, il y a une femme qui a essayé de garder le pouvoir très tard, c'est la belle-mère de Charles Martel, et Charles Martel a fait une guerre civile contre sa propre belle-mère. Donc déjà, l'idée que le pouvoir féminin était possible commence à disparaître dans le cours du 8e siècle. Mais Charlemagne va éteindre complètement cela, et ça va durer pour longtemps. Pendant un siècle et demi d'histoire carolingienne, on n'aura plus aucune régence féminine. Donc là, on a une vraie rupture dans l'histoire franque, parce que aussi les Carolingiens vont produire beaucoup de garçons. Donc il n'y aura jamais le problème d'avoir un enfant beaucoup trop jeune où il faut que la reine-mère gère les affaires. Les Carolingiens, jusqu'en 888, vont entretenir un certain miracle dynastique. Alors Charlemagne, devient roi, enfin Karl à cette époque. Quels sont, ses projets pour le royaume? Alors le premier projet, c'est de tenir le royaume. Il est très contesté, hein. Il va devoir lutter pratiquement tous les 5 ans contre une révolte de sa propre aristocratie. Donc il commence par écraser définitivement le duc d'Aquitaine en 768, mais il y aura à nouveau des problèmes en Bavière, en Hesse, en Thuringe, en Alémanie. Donc il y a des soulèvements réguliers. Le premier problème de Charlemagne, c'est tenir un espace qui fait 2 fois et demi la France, hein, c'est Mmh. très grand. Alors il y a les neveux. Les neveux, ils se sont enfuis en Italie. Alors les neveux, on va les assiéger dans Pavie et au passage, on va capturer aussi la capitale des Lombards, Pavie, et il y a des opérations extérieures. Donc il y a aussi cet aspect conquête qui va être important. Mais l'agenda est complexe, hein. Les premières années du règne, c'est surtout tenir qui vont poser problème. Et donc on a très peu de témoignages sur les premières années du règne. Les biographes disent: «Non, on s'en souvient pas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé». Mais on sait que beaucoup de gens vont être obligés de prendre le chemin de l'exil. Il y a beaucoup d'exécutions capitales. C'est vraiment des années dures. Et donc ensuite, il va falloir faire oublier ces premières années très difficiles en essayant d'étendre l'assise de gouvernement et en pardonnant à ceux qui ont survécu. On disait que son armée était la meilleure d'Occident. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est sans doute la plus grande. Bon, le territoire est vaste, la convocation est très compliquée, hein. Quand vous convoquez quelqu'un qui vient d'Aquitaine et que vous partez combattre en Saxe, il faut 3 mois pour que la levée d'Aquitaine arrive en Saxe. Donc Mmh. l'armée n'est peut-être pas aussi nombreuse que ce qu'on a pensé au 19e siècle. Mais disons que Charlemagne peut compter sur au moins 20 000 hommes sûrs, ce qui fait quand même une force de frappe terrible par rapport à tous les pourra environnants, notamment au nord, où ils sont très parcellisés. Donc, on a des troupes nombreuses, on a des bonnes armes. Là, par contre, les forgerons francs sont hors du commun et fabriquent sans doute les meilleures armées, les armes d'Occident, notamment les épées. Alors, sont tellement bonnes que les épées carolingiennes sont exportées en Scandinavie et les premiers vikings obtiennent des résultats avec des armes carolingiennes, hein. Donc, les armes vikings, c'est essentiellement des armes franques.
Ah, c'est drôle et ça leur est retourné, dessus de fait Oui, puisque à tel point que Charlemagne va interdire l'exportation en se rendant compte ouais. du problème. Donc Charlemagne, il est roi des Francs et roi des Lombards. Pourquoi à un moment il décide de revendiquer le titre d'empereur? Alors Charlemagne a mené beaucoup de conquêtes, hein, des conquêtes un peu partout, qui lui permettent de dire que l'Empire romain d'Occident, celui qui avait connu ses dernières heures en 476, a été reconstitué. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il manque l'Angleterre, il manque l'Afrique, il manque l'essentiel de l'Espagne, mais bon, c'est vrai qu'il a les anciennes capitales impériales, Trèves, Milan, Rome, dans une certaine mesure, sont sous son contrôle. Il y a aussi un point très misogyne, Charlemagne considère qu'il n'y a plus d'empereur parce qu'à Byzance règne une femme, et que donc le titre impérial est vacant. Une femme ne C'est peut pas ouais. occuper le titre impérial. Alors c'est Irène, une des plus grandes impératrices byzantines. Bon, il y a encore un empereur, mais Irène a crevé les yeux de son propre fils pour prendre le titre impérial. Elle s'est fait appeler Basileus, hein, c'est extraordinaire. Elle s'est fait appeler empereur, hein. Pas Basilissa, pas Mmh. impératrice, elle s'est fait appeler empereur. Mais Charlemagne considère qu'elle n'a pas le droit. De quoi déplaire à Charlemagne? C'était intéressant de le préciser Oui, tout oui, à alors l'heure, ça, c'est pas possible pour Charlemagne de penser qu'il y a un pouvoir impérial féminin. Alors il avait un projet, c'était de l'épouser, ça aurait été le plus simple. Donc sur la fin de sa vie, il reste célibataire avec l'idée qu'il pourrait peut-être épouser, l'empereur ou l'impératrice de Byzance. Ça se fait pas. Et puis, bon, il y a aussi une circonstance très particulière, c'est qu'à partir de 795, le pape est dans une situation de faiblesse. Il y a eu un grand pape auparavant qui était Adrien Ier, un homme particulièrement efficace, et le nouveau pape élu en 795, Léon III, est un pape de petite naissance. Ça arrive, c'est pas fréquent, mais ça arrive au Moyen Âge, qui a beaucoup de difficultés avec l'aristocratie romaine et qui est chassé de Rome par la noblesse romaine. Et donc, pour revenir à Rome, le pape a besoin de troupes et évidemment, c'est Charlemagne qui va les fournir. Et en échange, là encore, il y a une négociation et le titre impérial est le cadeau sans doute promis par le pape. Alors, est-ce que Charlemagne, à la fin de sa vie, on peut dire qu'il a agrandi le royaume et surtout, est-ce qu'il a réussi à l'unifier? Alors, agrandi, oui. Les contemporains parlent de dilatatio regni en latin, donc la dilatation du royaume. Il a agrandi, pas tant que ça, il ne faut pas exagérer non plus. Le royaume mérovingien était déjà très grand. On l'a fait oublier ensuite, Charlemagne a dit que c'était plus petit que ça, mais non, c'était déjà très grand, mais l'Italie, la Saxe et une partie de la région de Barcelone, ce sont bien des conquêtes de Charlemagne. Donc il y a un agrandissement. Ensuite, le problème, c'est l'administration. Comment tenir un espace gigantesque? Quand Charlemagne envoie une lettre à Barcelone, il faut 3 mois pour qu'elle arrive. Mmh. Comment on tient? La seule solution, c'est d'envoyer des gens sûrs, donc les membres de sa famille. Il va utiliser tous les membres de sa famille pour tenir des territoires. Ses fils, qui vont être nommés roi en Italie, roi en Neustrie, c'est-à-dire dans le bassin parisien, roi en Aquitaine. Ses filles, qu'il va envoyer comme abbesses, donc pour tenir des grands monastères. Mais un monastère, c'est pas qu'un endroit où on prie, hein, c'est une multinationale, hein, c'est Mmh. un espace où on produit des armes, c'est un espace où on contrôle des territoires. Et puis, tous ses cousins, tous ses bâtards. Charlemagne a eu beaucoup d'enfants, donc on va les utiliser pour tout, donc tenir des territoires, tous les cousins, tous les membres de la famille lointaine et donc apparaît ce qu'on appelle l'aristocratie d'empire. C'est une trentaine de familles qui sont en fait tous apparentés aux Carolingiens d'une façon ou d'une autre et qu'on envoie pour tenir le territoire parce que ceux-là, on leur fait un petit peu plus confiance qu'à ceux qui ne font pas partie de la famille. Eguinard ou Éginard, donc le biographe que vous avez déjà cité, il dit lui-même que Charlemagne est meilleur conquérant que bâtisseur. Donc agrandir, il s'en sort, mais alors maintenir, administrer, c'est plus difficile pour Charlemagne? Oui, parce que les moyens sont dérisoires, hein. Il faut bien penser que les Mérovingiens administraient relativement efficacement parce qu'ils avaient des traditions romaines. Charlemagne va reprendre une partie de ces traditions, mais c'est tellement grand. Et puis la Saxe, lorsque Charlemagne s'empare de la Saxe, la conquête est à peu près achevée dans les années 780, il n'y a pas de ville. Personne ne sait écrire. Il n'y a pas de tradition comptable. Comment administrer un territoire aussi gigantesque avec peu d'hommes, qui sont essentiellement les soudards qu'il a envoyés conquérir? Alors, ben là, on va utiliser les dispositifs religieux, utiliser l'Église pour contrôler le territoire, obliger les gens à recevoir le baptême de force pour que désormais on puisse les tenir parce qu'ils sont chrétiens. On va essayer autant que possible de construire des villes. Donc Charlemagne élabore un projet urbain, Brême, Hambourg, Paderborn, Minden, des villes qui existent encore en Allemagne, hein. Ce sont des créations de Charlemagne. Et puis, comme, les Saxons se révoltent régulièrement, on envoie la troupe aussi, hein. Donc c'est aussi une reconquête permanente du territoire.
La guerre en Saxe dure 30 ans, parce que le territoire n'est pas tenu, tout simplement. Mmh. Donc il ne faut pas du tout négliger cet aspect militaire. Alors Charlemagne est resté parfois comme le père des lois. Alors c'est vrai qu'il fait des lois, mais les lois sont extrêmement dures, hein. C'est le baptême sous peine de mort, c'est des amendes très dures, c'est des mutilations. Il faut essayer de terroriser les populations locales, parce que l'administration ne suffit pas. Mmh. Vous avez parlé de la religion, l'utilisation de la religion pour asseoir le pouvoir. Quelle est, son autre place? Comment est-ce que Charlemagne considère la religion dans son projet politique? Alors Charlemagne est persuadé que Dieu a voulu qu'il soit roi puis empereur. Donc il est vraiment convaincu qu'il est le lieutenant de Dieu sur la terre. Évidemment, ça lui donne tout pouvoir sur le clergé et sur la haute administration. C'est comme ça qu'il se fait représenter. Donc il met son trône à Aix-la-Chapelle juste sous la figure du Christ et puis au-dessus de l'ensemble de la population. Ça lui permet de développer ce projet qu'on appelle la théocratie impériale. L'idée que il va assurer l'existence de ce qu'il pense être la cité de Dieu, mais sur la terre. Donc il a beaucoup lu Augustin, alors pas lu directement, mais on lui lisait Saint Augustin pendant son repas, pendant qu'il mangeait son rôti, et il n'a pas tout compris, hein, parce que Saint Augustin dit que la cité de Dieu n'existe qu'au ciel. Mais Charlemagne dit, on pourrait peut-être l'installer sur la terre, et c'est moi qui vais le faire. Donc comme je suis le responsable du salut universel, j'ai toute autorité sur le clergé. Et donc les Mmh. grandes réformes du dogme, de la discipline, de la moralité, c'est Charlemagne qui les veut et qui les oblige. Donc la relation avec le clergé est parfois difficile aussi, hein. Les évêques ne sont pas du tout prêts à accepter que Charlemagne fasse certaines choses. Et les relations avec le pape par rapport à ça? Alors avec le pape Adrien Ier, qui est le premier pape que Charlemagne va rencontrer, ça se passe plutôt bien. Parce que Adrien Ier a compris que chacun peut garder son propre domaine, et Adrien Ier a assez d'autorité pour bloquer un certain nombre d'initiatives de Charlemagne. Pas toutes, hein. Charlemagne va vouloir réformer le dogme, changer le contenu de base du christianisme et notamment rajouter une phrase, enfin un mot en latin, à la formule du concile de Nicée, donc le je crois en Dieu que l'on prononce toujours dans l'Église catholique. Il va rajouter l'idée que le Saint-Esprit procède du Père mais aussi du Fils, ce qui est une nouveauté qui change le dogme légèrement et donc il y aura une rupture avec Byzance. Et encore aujourd'hui, les orthodoxes et les catholiques n'ont pas le même credo à cause de Charlemagne. Donc là, avec le pape, ça va être un peu compliqué. Mais à partir du moment où il est avec Léon III, Léon III peut rien dire, hein. Et donc il va imposer à Léon III un certain nombre d'opérations de lutte contre l'hérésie, de transformation du chant, hein. Le chant devient le chant romain à l'époque de Charlemagne, ce qu'on appelle le chant grégorien. Le pape peut trop rien dire. Alors évidemment, Charlemagne dit à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, ça vient de Rome. Bon, en pratique, tout ne vient pas de Rome, c'est lui-même qui fait ses propres améliorations. Alors il y a des choses qui sont dramatiques, il y en a d'autres qui sont assez positives. Il va essayer de stabiliser le texte de la Bible. La Bible qu'on a encore aujourd'hui doit beaucoup à l'entourage de Charlemagne, qui vérifie que tel mot est présent dans tel manuscrit, donc il y a une chasse aux manuscrits, et on va demander aussi aux érudits juifs de collaborer. Donc c'est quelque chose qu'on oublie. Il y a un vrai travail pour essayer d'avoir un bon texte à partir duquel on peut bien prier, et si on prie bien, Dieu aidera l'Empire. Ah oui, donc il y a évidemment l'utilisation de la religion, pour l'aider à asseoir son projet politique, mais il y a aussi une vraie curiosité, un vrai intérêt pour la spiritualité, pour le dogme, pour la foi. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la curiosité. Charlemagne est curieux pour certaines choses, notamment en sciences. Du côté de la religion, c'est l'idée d'unifier. Le grand projet carolingien s'appelle en latin l'ordinatio. L'ordinatio, c'est la mise en ordre de l'ensemble de l'Empire. Il faut que tout tourne, et dans ces cas-là, il faut que tout le monde fasse la même chose. Tout le monde doit prier de la même façon. Tout le monde doit prier dans la même langue. Tout le monde doit utiliser les mêmes textes. Si les textes sont fautifs, on les fait corriger. Si les textes sont vraiment trop fautifs, on les fait détruire. Il faut que le point de vue sur le Christ soit le même partout. Alors du côté de l'Espagne, il y a des gens qui avaient des idées un peu étranges. Du côté de Tolède, alors Tolède était évidemment dans le monde arabo-musulman, mais il restait des évêques. L'évêque de Tolède avait une vision du Christ un peu étrange, disant que c'était le fils adoptif de Dieu dans un premier temps. Charlemagne est outré et envoie des lettres d'excommunication à l'évêque de Tolède. Donc il n'y a pas du tout d'idée qu'on fasse de la recherche en matière de religion, hein. L'idée, c'est au contraire de converger vers une solution dont Charlemagne et son entourage ont conscience que c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qui permet de trouver un compromis. Et donc, même le texte biblique, parfois, on ne sait pas ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament comme mot. On essaie de trouver un mot qui fait sens
et sur lesquels tout le monde peut s'accorder. Vous avez évoqué le terme de théocratie tout à l'heure. Alors oui, théocratie, hein, on parle parfois de césaropapisme, il ne faut pas exagérer non plus. Charlemagne n'est pas prêtre et n'a jamais prétendu être prêtre, mais c'est lui qui nomme tous les évêques. Mais c'était déjà le cas depuis Clovis, hein, les rois francs ont toujours nommé leurs évêques. C'est lui qui prend les initiatives en matière religieuse, et en fait, c'est lui qui fait la même chose que l'empereur à Constantinople. En fait, le projet, c'est de ressembler à Constantin, à Théodose. C'est ça le projet de l'empire de Charlemagne. C'est pas de reconstituer l'empire d'Auguste ou de Trajan, hein, c'est de reconstituer l'empire de l'Antiquité tardive qui continuait de vivre à Constantinople, et donc de devenir un empire, un empereur romain chrétien, donc le maître de la religion. Et de fait, c'est ce qu'il réussit à faire. Alors que pour la partie occidentale, il y avait sûrement un projet de réunifier la Méditerranée. Enfin, c'est déjà pas mal à l'échelle d'une vie, ce qu'il a réussi à faire. On parle souvent de Charlemagne comme le prince des lettres et pourtant, et ça je l'ai dit au début de notre échange, Charlemagne ne savait pas lire, parce que peu de gens savaient lire? Alors non, c'est quand même bizarre. Honnêtement, c'est bizarre. Son père sait lire, son fils sait lire, son entourage sait lire. Tous les rois mérovingiens, je l'ai dit, savent lire, écrire. On a des rois mérovingiens qui nous ont laissé des textes de poésie qui sont de très bon niveau, hein. Donc, c'est pas normal. Bon, il est né au milieu des années 740, au moment où Pépin le Bref est en guerre civile contre tous les ducs environnants. Donc il faut imaginer que l'enfance, elle n'a pas été facile. Puis les années 750, Pépin le Bref est à nouveau en guerre civile pour imposer son trône, puisque maintenant il a pris la couronne. Ben, l'éducation, elle a dû être négligée. On l'a formé comme chef de guerre, parce que c'est de ça qu'on avait besoin, et de fait, c'est un très très bon chef de guerre. Capable de reconnaître ses erreurs, capable de ne pas s'acharner quand il sent bien qu'une situation est perdue, il préfère repartir. Un homme qui sait parler en public, c'est aussi important, on l'oublie complètement, mais au Moyen Âge, un des talents essentiels attendus d'un homme politique, c'est capable de faire des discours. Et tout le monde nous dit qu'il a un charisme hors du commun, donc on l'a formé pour être un meneur d'hommes. Mais en même temps, bah, il n'a pas dû aller beaucoup à l'école, il n'a pas appris à écrire, donc son biographe nous dit qu'il le regrettait beaucoup à la fin de sa vie. Il a fait des essais pour prendre la plume et écrire, et nous dit-il, ses essais étaient peu satisfaisants. Il y a quelques années, on a trouvé quelques manuscrits sur lesquels effectivement il y a quelqu'un qui fait des pâtés en marge, et on se demande si c'est pas Charlemagne. Et donc il saura jamais écrire. Alors il doit déchiffrer, il doit arriver un peu à lire, mais c'est quand même gênant pour un homme de ce niveau-là de ne pas savoir lire et écrire. Ce qui est un petit peu, peut-être, ce qui fait qu'il y a aucune archive signée de Charlemagne, en fait. Ça n'existe Non, pas. alors en fait, il y a qu'un seul point. Charlemagne, lorsqu'il fait faire un document, fait mettre son nom en bas du document, ce qu'on appelle le monogramme, c'est-à-dire sa signature figurée, donc une sorte de croix avec toutes les lettres de Carolus à l'intérieur. Et à l'intérieur du A, on voit parfois un gros pâté d'encre. Et donc on a l'impression que c'est Charlemagne qui a pris la plume et qui a mis un gros coup de plume au milieu pour dire j'ai vu le document. Mais D'accord, c'est tout ouais. ce qu'il sait faire. Donc ça sera la seule trace autographe de Charlemagne. Est-ce qu'on peut dire que Charlemagne a inventé l'école? Alors non, c'est comme toutes les bonnes réformes scolaires, on dit qu'on a tout inventé. Non, les écoles existaient, elles existaient à l'époque mérovingienne, mais en 789, Charlemagne demande à ce qu'il y ait des écoles partout, dans toutes les paroisses. Alors, il n'y en aura jamais partout. Mais en tout cas, il veut systématiser, il donne une impulsion scolaire. Et alors l'impulsion, elle est vraie, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'écoles dans les monastères, dans les cathédrales, disons des écoles dynamiques, plus dynamiques que par le passé. Mais la légende selon laquelle Charlemagne avait récompensé les enfants pauvres en leur donnant des postes de haut niveau et avait châtié les enfants riches qui ne travaillaient pas, c'est une légende qui est apparue en 880, c'est-à-dire presque un siècle après la mort de Charlemagne. Mais qui est apparu quand même, il y a fort longtemps, en fait. Oui, 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 que c'est une image nostalgique, c'est à l'époque que de Charles le Gros, donc l'arrière-petit-fils de Charlemagne. Charles le Gros était dépressif, et un moine lui a écrit l'histoire de son ancêtre en lui disant tout se passait bien à l'époque, rassure-toi, ça va revenir. Charlemagne, il s'entoure de gens de lettres. Vous avez dit tout à l'heure qu'il lisait, Augustin, Saint-Augustin. Est-ce qu'on peut parler de renaissance carolingienne? Alors on en a parlé, oui, l'idée que soudainement on fait renaître l'Antiquité. Bon, l'Antiquité elle n'est pas morte, hein, on continuait de produire des textes à l'époque mérovingienne. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une renaissance quantitative. À partir des années 790-800, on produit des livres en grande quantité et des livres qui nous sont parvenus, hein, aussi. Il faut imaginer qu'avant on les faisait sur du papyrus, et donc on a tout perdu. Là on les fait sur du parchemin. Mmh. Donc si on a aujourd'hui les textes de l'Antiquité,
c'est grâce à l'entourage de Charlemagne qui fait recopier César, Cicéron, Sénèque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des exemplaires mérovingiens, mais les exemplaires mérovingiens, on les a perdus. Donc, évidemment, ces manuscrits sont fascinants. Et puis, il y a une idée de faire renaître les lettres pour servir la prière à l'époque de Charlemagne. Il faut trouver le bon latin. Donc, on essaie de sauver la langue latine. Alors, c'est un projet désespéré parce que la langue latine, comme toutes les langues, elle évolue. Donc, c'est comme aujourd'hui si on essaie de stabiliser le français. Charlemagne veut stabiliser le latin dans son état 4e siècle, l'époque de Saint-Augustin. Plus personne ne parle la langue de Saint-Augustin en 800. Donc, il essaie de faire parler les gens comme si aujourd'hui le ministre de l'Éducation disait il faut que tout le monde parle la langue de Montaigne. Mmh. Donc, on crée une langue artificielle qui va être utilisée par le clergé et qui va être le latin d'église. Et puis la langue parlée, Charlemagne appelle ça la langue lingua latina rustica, la langue latine rustique. Et puis il dit, quand on prêche, il ne faut pas prêcher dans le latin des clercs parce que personne ne comprend rien maintenant. Et donc, il y a une seconde langue qui apparaît. Nous, on la connaît, c'est ce qu'on appelle le français. Alors, c'est bien parce que ça veut dire que le français va évoluer très vite parce qu'il est coupé de l'écrit. Alors qu'en Espagne, en Italie, la langue latine continuait d'être utilisée et on a une langue qui est moitié parlée, moitié écrite. Par contre, dans nos territoires, on aura la langue des clercs, la langue de 99% de la population qui n'est pas un clerc, et donc cette langue-là évolue très vite et elle est mise par écrit pour la première fois en 843. Et donc, c'est le français qui est la première langue romane à apparaître à l'écrit parce qu'elle a évolué plus vite que l'italien ou que l'espagnol. Donc il y a des ordonnances, il y a des règles qui sont imprimées, c'est ça, pour la constitution de cette langue, pour Alors l'uniformisation? non, pour le latin, oui. La langue ordinaire, personne ne s'y intéresse beaucoup jusqu'à ce que, un des petits-fils de Charlemagne, Nithard, alors petit-fils de main gauche, le fils d'une fille de Charlemagne qui avait pris un amant. Il ne faut pas trop le dire, Charlemagne voulait fermer les yeux, il ne voulait pas savoir. Mais Nithard dit, écoutez, la langue qui est vraiment utilisée, c'est pas le latin. Et donc, lorsqu'il consigne des serments que 2 rois carolingiens se sont prêtés, il dit, écoutez, le serment, je vous donne le texte en latin pour que les clercs comprennent, mais en fait, ce n'est pas dans cette langue-là qu'ils ont parlé. Ils ont parlé l'un en roman, l'autre en tudesque, en vieillot-allemand. Donc, il dit, voilà les textes. Et donc, c'est là qu'on a, à l'époque, une génération après Charlemagne, le premier texte en français. C'est très beau, parce qu'on a l'impression de se retrouver en occitan, Pro Christian Poblo et Nostres Commensalvament, on est vraiment dans un texte qui ressemble à une langue qu'on parle encore dans le sud de la France actuelle. Donc, est-ce qu'on peut dire que le latin d'église tel qu'il est aujourd'hui, c'est un héritier vraiment de ce qu'a voulu Charlemagne, de figer ce latin Oui. C'est un latin qui est constitué à l'époque de Charlemagne. C'est une langue morte, mais elle est morte parce qu'on l'a assassinée. C'est Charlemagne qui involontairement a tué cette langue qui ne pouvait plus évoluer, puisqu'on l'avait consignée et on a dit que tout le vocabulaire devait être gardé. En même temps, c'est merveilleux. On a gardé plein de textes de vocabulaire, de rhétorique. Ah oui, la semaine dernière, je travaillais sur un manuscrit où il y a toutes les figures de style, métonymie, synecdote, etc., qui ont été notées avec leur définition dans un bon latin pour les petits clercs de l'époque de Charlemagne. Oh, c'est charmant. Lorsque Charlemagne compose son testament, donc on est en 811, si je ne me trompe pas, il ne prévoit pas de maintenir en l'état l'école d'Aix-la-Chapelle, donc qui était un centre d'études, principal centre d'études du monde franc. Il propose de vendre tous les livres et de donner le produit de ces ventes aux pauvres. Comment est-ce que vous expliquez cette vision de la transmission, cette vision de l'héritage? On n'est pas dans un monde de la culture pour la culture. La culture sert au salut. On essaie de retrouver la Bible pour bien prier. On écrit dans un bon latin pour bien prier. Et donc les livres servent à gagner le salut. Et Charlemagne va vendre la bibliothèque d'Aix-la-Chapelle pour que le produit des ventes soit donné aux pauvres, et les pauvres prient plus efficacement que les riches Dieu. C'est le principe chrétien. Donc ici, on est dans quelque chose qui est très cohérent, alors qui, de notre point de vue, est assez inquiétant, c'est-à-dire que les bibliothèques n'ont pas de vocation à survivre. Alors en fait, c'est pas vrai, la bibliothèque, le successeur de Charlemagne va garder un certain nombre de volumes. Mais ces bibliothèques ont moins d'importance que de parvenir au paradis. Et tout le projet est vraiment de faire parvenir l'ensemble de la société au paradis. Et dans son testament, Charlemagne fait des cadeaux énormes aux archevêchés, aux évêchés, en disant que tout le monde doit prier, évidemment pour l'empereur quand il sera mort, mais aussi pour le salut de ce qu'il appelle la res publica, c'est-à-dire de l'empire. L'idée, Dieu doit intervenir en permanence par la terre.
Et c'est la prière qui permet à Dieu de se manifester et de protéger le monde franc, le monde des vivants comme le monde des morts. Alors une dernière question, Bruno Dumézil. Qu'est devenu l'Empire après la mort de Charlemagne, donc le 28 janvier 814? Il aurait dû disparaître, c'était prévu, comme la bibliothèque, il aurait dû être dispersé parce que Charlemagne avait 3 fils, seulement 2 de ses fils meurent avant lui. Ce qui veut dire que cet empire qui aurait dû être un moment de l'histoire franque, va devenir à l'époque du fils survivant de Charlemagne qui est Louis le Pieux, un projet politique et Louis le Pieux, lui, va vouloir que l'empire se perpétue de génération en génération. Or, il était déjà très difficile à tenir à l'époque de Charlemagne et il va devenir de plus en plus difficile à tenir parce que désormais cet empire va être agressé par des pouvoirs voisins de plus en plus dangereux. Alors les Sarrasins au sud, mais ce n'est pas le principal péril, les Vikings, les Slaves et puis bientôt les Hongrois. Et là, cet empire se morcelle, se divise et la dynastie s'entre-déchire parce que c'était pas dans les mœurs de garder un seul souverain qui gardait tout. Et le principe impérial était le contraire même de tout le système politique franc, qui était plutôt pacifique, hein, on recomposait, mais avec plusieurs rois. Et donc, dès 830, il y a une affreuse guerre civile entre Louis le Pieux et ses propres fils qui s'entre-déchirent pour le projet de testament. En 840, à la mort de Louis le Pieux, l'empire implose et ne sera jamais recomposé. Le titre impérial échoua à un des rois carolingiens, donc souvent un roi qui gouverne un tout petit territoire. Et il se trouve qu'en 888, le dernier de ces empereurs, mais des empereurs fantoches, meurt et l'empire carolingien s'éteint, mais pas le rêve de l'empire. Tout le monde va rêver de reconstituer cet empire en se disant que s'il y a eu un empire, c'est que ça devait bien fonctionner. Et de fait, plusieurs, dizaines, plusieurs centaines d'années après, le projet n'est pas mort apparemment. Merci Bruno de Mézil, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous venez de publier une biographie, très dense et très complète sur Charlemagne, aux éditions, des PUF, et que vous êtes un grand spécialiste d'histoire médiévale. Donc si l'histoire médiévale vous intéresse, vous avez écrit, de nombreux ouvrages de référence sur le sujet. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup de nous avoir suivis et j'en profite pour vous parler de ce hors-série L'Histoire en BD qui vient d'être édité par Le Monde et Histoire et Civilisation sur Charlemagne justement, dans lequel vous trouverez 46 pages de très belles illustrations qui racontent cette vie de Charlemagne, enrichies également d'articles d'actualité et de culture historique. Vous pouvez retrouver ce hors-série, cette bande dessinée dans tous les points de vente habituels et puis bien sûr sur notre boutique en ligne.